Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, votre émission de sport 100% vendéenne. Ce soir nous parlerons football avec deux derbys vendéens en National 2 et National 3, une parenthèse de rugby également et enfin un petit peu de basket. Un programme chargé donc, 85 Chrono, c'est parti. Au programme ce soir, donc je vous le disais, du football avec deux derbys vendéens, d'abord en National 2 entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon, et un autre en National 3 entre la Châtaigneraie et le Poiré-sur-Vie. Et pour en parler, nous avons sur le plateau ce soir Baptiste, notre consultant foot. Bonsoir. Salut Paul. On va parler des deux matchs. Une belle actualité. Et ensuite, on parlera de rugby, pardon. On va ouvrir notre chapitre rugby avec la deuxième journée de Fédéral 2 pour les Sables et La Roche. Mais surtout, nos deux invités sur le plateau ce soir, Anthony Chabiran et Laurent Galindo. Vous êtes président et manager du club Fontenay-Luçon Rugby Sud-Vendée. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Bonsoir. Bonsoir Paul. Et ensuite, on fera un petit tour des résultats en basket avec la première journée de National 2 féminine. Et pour terminer, un mot rapide de cyclisme. Sixième journée donc de National 2, je vous le disais, derby 100% vendéen entre les Herbiers et La Roche-sur-Yon. Deux équipes donc du haut de tableau, dans un stade Massabielle bien rempli, vous allez le voir, avec plus de 3000 supporters présents. Et la première grosse occasion, elle est pour les Lyonnais, vous allez le voir. Sur le côté droit de l'écran, avec un tir qui finit sur le poteau après un super barré d'Eliott Pasture, le gardien Herbreté. C'est le premier avertissement pour les Herbiers. Mais derrière, après avoir subi les 15-20 premières minutes, les Herbretés vont gêner les Lyonnais grâce à un pressing haut. Et à la 22e, c'est Jérémy Billy, le buteur Herbreté, qui ouvre le score. Ça fait 1-0 pour les Herbiers, qui continuent de pousser derrière, notamment sur coup franc, avec cette frappe d'Antoine Quériou qui finit sur la barre. Et juste avant la mi-temps, sur un ballon long dans la profondeur, Jérémy Billy va doubler la mise. Une action juste avant, il décale son coéquipier. Ça fait 2-0 donc à la mi-temps. Les Lyonnais vont tenter de se montrer dangereux. Sur coup franc, c'est dévié encore une fois par Eliott Pasture. On est à 2-0 à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, le scénario s'inverse et change complètement. Les Herbiers laissent le ballon aux Lyonnais qui se procurent plusieurs opportunités. Mais Eliott Pasture, vous le voyez, encore lui, s'illustre avec de superbes arrêts pour permettre à son équipe de garder l'avantage. Les Herbiers vont procéder en contre pour tenter d'aller marquer ce troisième but. Encore un arrêt là d'Eliott Pasture. Les Herbiers, donc je vous le disais, qui vont tenter de procéder en contre, qui vont se procurer plusieurs occasions, mais ils ne vont pas réussir à trouver le cadre ou à tromper le gardien lyonnais. Au final, aucun but marqué en seconde période. On en reste à 2-0 pour les Herbiers, qui remportent donc ce premier derby vendéen. Baptiste, t'étais pas au stade, t'as pas pu voir le match, mais je crois que t'as pas mal de choses à dire sur ce derby. Oui, malheureusement, j'ai pas pu me rendre aux Herbiers vendredi soir, mais des échos et de ce que j'ai pu lire, c'était une rencontre typique de N2 entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. La Roche, on peut dire que c'est un coup d'arrêt, mais en même temps, au vu du contenu, on est dans la continuité de ce début de saison. En revanche, l'équipe qui monte en puissance, c'est les Herbiers. Vu leur enchaînement de victoires là, dernièrement, on sent que c'est une équipe qui est en train de prendre le rythme, et même si au classement, elle n'est pas première, dans la dynamique, c'est elle qui prend le dessus sur La Roche dans la confrontation directe. On va rentrer en plus avec cette alternance avec la Coupe de France. Ça va être intéressant de voir la réaction de La Roche qui joue à Vertou, une équipe de N3, donc pas forcément simple. Et derrière, il y a quand même des matchs face à Avranches ou Bordeaux pour La Roche, donc un mois d'octobre qui risque d'être chargé. À l'inverse, les Herbiers vont jouer Choret, Locminé, donc potentiellement l'ambition d'enchaîner après ce beau résultat. Bah, t'as raison, depuis le début de saison, les Herbiers, c'est encore la seule équipe invaincue dans sa poule. Exact. Alors que La Roche était première. On va regarder tout de suite le classement, comme t'en parlais. Donc à l'issue de cette sixième journée de National 2, La Roche est toujours leader au classement. Si Jeff, tu peux nous envoyer nickel le classement
On a donc La Roche 13e, premier, et les Herbiers donc, qui se rapprochent avec cette victoire, donc 12 points, ouais, qui montent sur le podium. Ça va se jouer. Voilà, des équipes qui ont déjà pris l'avantage. Hein, quand tu parlais de Choré ou même de Bayonne, qui ont déjà 4-5 points d'avance. Prochain match, donc tu l'as dit, ce week-end, c'est de la Coupe de France avec l'entrée en liste des équipes de National 2, 4e tour de Coupe de France. Est-ce qu'on peut dire que La Roche a peut-être aussi bénéficié d'un calendrier un peu plus avantageux sur le début de saison? Ils ont enchaîné des victoires, mais ils n'ont pas affronté, comme tu le disais, des équipes de haut de tableau, quoi. Les Herbiers, c'est le premier gros test. Le contenu était quand même déjà intéressant. C'est pour ça, là, le fait de. C'est pas une défaite qui est rédhibitoire, loin de là, pardon. C'est le début de saison. Maintenant, ouais, c'est intéressant là, de pouvoir jouer une N3 en Coupe de France là, très rapidement. Ça va être l'occasion pour eux de tout de suite relancer la machine et derrière d'aller jouer contre Avanches qui, quand même, a battu, il me semble, Poitiers 4-0. Et qui est une équipe aussi qui fait un début de saison plus que convenable. Donc, on verra ce qui va se passer du côté de La Roche. Et en début de saison, on va parler un peu des Herbiers. Laurent David nous avait dit lors d'un entretien, l'objectif c'est le top 5. Est-ce qu'entre nous, on peut clairement dire que c'est la montée, le podium, en tout cas, pour les Herbiers. De ce qui est proposé et des premiers résultats, on peut considérer que le top 5, ça sera le minimum. Et j'ai revu aussi l'interview, il parlait du facteur X, Jérémy Billy. On se rend compte que sur les derniers matchs, le buteur c'est lui. Et c'est sûrement celui qui va amener les Herbiers tout en haut. Si vous avez un buteur qui tourne à 10-15 buts à ce niveau-là, vous n'êtes pas loin du Graal à la fin de saison. On va l'écouter justement, on va écouter les deux coachs, et notamment Laurent David. Je pense qu'on pouvait prendre des points ce soir. Maintenant, c'est pas catastrophique. On sait qu'on perdra d'autres matchs. Perdre ici, c'est pas une tare non plus. Mais sur le scénario, sur le contenu, je pense qu'on a rivalisé, qu'on pouvait largement prétendre à autre chose. Maintenant, voilà, c'est un 2-0 sec et il est tel qu'il est. Mais les occasions suffisent pas. Le gardien a fait le taf ce soir, était très bon et nous on a été moins bien dans le but ce soir, quoi. C'est au début de match, on a la fraîcheur, la lucidité pour pouvoir marquer. Et c'est là-dessus où j'ai plus de regrets que sur la deuxième mi-temps, même si on peut penser qu'on aurait pu, mais non, ça n'a pas été le cas. Ce que je disais aux garçons, on a fait le match qu'on voulait faire, c'est-à-dire qu'une première mi-temps, on devait aller chercher l'adversaire, l'empêcher de bien ressortir, parce que c'est une équipe qui est techniquement très très habile, qui peut faire mal, notamment avec ses passes dans l'axe, on en a pris quelques-unes. Donc non, on est content, on est satisfait, la série se prolonge aussi. On montre aussi qu'on est une équipe difficile à manœuvrer et ça change depuis maintenant un peu un an et demi. C'est un truc en plus, après c'est pas une fin en soi, c'est le début du championnat, c'est bien, on gagne le derby, mais il reste encore pas mal de matchs et c'est pas le plus important de la saison. C'est toujours agréable d'avoir du monde au stade, c'est vrai qu'on a souvent du monde au stade, mais là quand c'est un derby c'est encore plus intéressant. Le début de saison est bon, on a enchaîné quand même 3 matchs nuls, mais contre des grosses équipes qui étaient en haut du tableau. Là, c'était un vrai test encore. Et le début de saison est bon, on engrange des points, on prend pas beaucoup de buts. Et on en marque aussi un peu, donc c'est toujours intéressant. C'est ce qu'on disait, les Herbiers toujours invaincus en fait. Exactement, seule équipe de la poule invaincue, donc ça montre leur solidité. Maintenant, il y a cette période qui est assez particulière, mine de rien, avec la Coupe de France, où il faut savoir alterner les matchs, entre guillemets, à faible intensité. Là, par exemple, les Herbiers vont se déplacer chez une R3 en Sarthe, il me semble. Il semblerait que ça soit une formalité, il faut faire attention quand même. Et alterner des matchs comme cela et des matchs de championnat de N2, ça peut être traître. Parfois, c'est là où aussi les équipes de N2 se font sortir tôt en Coupe de France. On espère que ça ne va pas leur arriver, que ce soit aux Herbiers ou à La Roche. De toute façon, c'est l'entrée en liste ce week-end, donc le premier match ce week-end. Et puis un petit mot sur l'affluence dans le stade. Il y avait plus de 3000 personnes pour un derby vendéen, c'est génial. Ouais, j'ai envie de dire, comme d'habitude, hein, on est sur un territoire qui adore le sport en général. Et dès qu'il y a un événement, peu importe le sport, un bel événement et où il y a une com autour, où il y a une histoire autour, on sait qu'il y a une histoire entre ces deux clubs depuis plusieurs saisons maintenant. Donc c'est bien et ça montre que le foot se porte bien aussi. Il y a quelque chose d'autre que tu voulais rajouter ou on passe au National 3 ? Si j'ai le temps, juste sur la Coupe de France, j'avais envie de mettre en avant les deux petits poussés, Sainte-Foy et Saint-Gilles qui jouent ce week-end. C'est la magie de la Coupe, on va voir s'ils vont être capables de nouveau réaliser un exploit et leur souhaiter bonne chance. Ouais, on en a parlé justement la semaine dernière, équipe de D2 c'est ça ? Départemental 2, les deux, on suivra et on verra lundi prochain leurs résultats. On passe donc au deuxième derby 100% vendéen, cette fois c'était en National 3, entre la Châtaigneraie et le Poiré-sur-Vie, et c'était la 4e journée de National 3. Et ce sont les visiteurs, donc les Genoux, qui se sont créés plusieurs situations dangereuses en début de rencontre.
notamment cette frappe lobée qui passe à côté du cadre. Mais vous le voyez, c'est la Châtaigneraie qui va pousser, qui va obtenir un penalty. On est à peu près au quart d'heure de jeu et c'est Pierre Grelier qui va le transformer. Ça fait 1-0 pour les locaux. Mais le Poiré ne se laisse pas abattre, loin de là, et reste menaçant, notamment par l'intermédiaire de cette frappe, mais sans parvenir à égaliser. À la pause, 1-0 pour les Châtaigneraiens, une première période globalement dominée, mais dès le retour des vestiaires, tout change à la 48e minute. C'est le but de Noah Bensoula, égalise pour le Poiré. Les Genoux continuent de mettre la pression aux locaux, et seulement 7 minutes plus tard, corner et tête de Berman. Ça fait 2-0 pour le Poiré en seulement quelques minutes. Ils ont totalement renversé la rencontre. Et après avoir laissé un peu passer l'orage, la Châtaigneraie tente de réagir, notamment via cette superbe frappe enroulée de Landin Yaoré qui passe tout proche du poteau. Ou ce centre lobe, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire, qui vient rebondir juste devant la ligne. Des opportunités vraiment très franches. Encore une fois avec cette tête qui est sortie sur la ligne. Mais le Poiré vient sanctionner en fin de rencontre. Après le 6 mètres, justement, l'action que vous avez vue juste avant, l'arbitre a sifflé 6 mètres alors qu'il y avait bien corner. Et donc la Châtaigneraie, bien malheureux. Alors quelques accrochages en fin de match, mais bon, les deux équipes se quitteront. Bonne amie, ça a été vérifié avec les intéressés après match. Je vous propose d'écouter tout de suite les deux capitaines et les coachs. Ce qu'on retient, c'est le fait d'être allé au bout de nos idées et d'avoir été récompensé avec nos idées. Et essayer de ressortir des ballons de derrière, de jouer au foot, même si on marque sur des coups de pied arrêtés, mais au moins on a provoqué les choses et jusqu'au dernier ballon. Et là où je suis content aussi, c'est que fut un temps, on aurait été plus dans la gestion. Et là, le but qu'on marque à la 90e, ça montre qu'on avait encore cette envie d'attaquer, et ça, c'est une bonne chose. J'avais demandé aux gars de continuer, ils l'ont fait, donc je suis content qu'ils soient récompensés, en fait. Mais après, j'étais pas hyper surpris. Je trouve qu'on fait un bon match. Même la première mi-temps, elle est intéressante. On sortait des ballons face à une adversité forte. Ouais, le sourire. Ça n'a pas été un début de match facile, mais au final, on a une bonne deuxième mi-temps avec du caractère. On revient vite dans le match, ce qui nous permet de se rendre plus facile ce match, parce qu'à la mi-temps, c'était mal embarqué. Il faut montrer un peu plus d'orgueil et de fierté aussi. Je trouve qu'on s'est fait un peu marcher dessus, au sens propre comme au sens figuré, sur la fin de match. Donc, bon voilà, ça va servir d'apprentissage aux plus jeunes. Je leur ai dit, il faut que l'apprentissage se fasse très vite, parce que c'est une division qui te donne pas de temps. Donc quand les résultats positifs sont là, l'apprentissage est forcément mieux. Quand on est dans le dur, on va voir comment on répond. La bonne première période, elle est présente, c'est sûr, mais entre guillemets, ça ne sert à rien si on concrétise pas en deuxième. J'ai envie de vous dire, souvent quand on fait un nul, on dit qu'il faut valider le week-end d'après. Une première mi-temps, ça ne sert à rien si on l'a fait, si c'est pour tout détruire en début de deuxième. Donc oui, on va retenir des bonnes choses, mais sur l'ensemble, le constat est négatif. Est-ce que tu es d'accord, Baptiste, avec ce qu'on a entendu un petit peu des acteurs du match ? Plutôt oui, sur le début de saison du Poiré qui, mine de rien, est plutôt bon. C'est une équipe qui redescend de N2, qui part avec un effectif renouvelé. On sent que la mayonnaise commence à prendre, et là c'est un résultat qui, mine de rien, leur permet d'enchaîner. Ils avaient gagné à Vertou avant. Après, du côté de la Châtaigneraie, on sait que c'est un club, pour eux, la N3, de se maintenir en N3, ça va être la priorité. À voir encore, hein, c'est une période où, avec la Coupe de France, il y a des dynamiques qui peuvent se créer, à voir ce qu'ils vont être capables de faire en Coupe de France. Ils n'ont pas un match simple, en plus ils jouent la N2 de Châteaubriand, mais ça peut être l'occasion aussi de montrer qu'en fait on a les capacités de jouer face à une N2 sur un match. Donc il n'y a pas d'inquiétude là encore, c'est le début de saison, le championnat est long. Après, ce que dit le coach Devino est intéressant sur le fait qu'il ne faut pas perdre de temps, parce que c'est un championnat qui est très exigeant, et la spirale négative, si elle se poursuit, ça peut devenir très compliqué. Mais justement, on va regarder le classement pour voir un petit peu où en sont nos équipes vendéennes dans cette poule de National 3. Chaland qui est en tête avec 10 points, qui s'est imposé face à la réserve de Nantes ce week-end 2-0. Fontenay donc 6e avec 7 points, et on en parlait, le Poiré 7 points aussi, qui est 4e, donc qui se rapproche quand même du haut de classement, tandis que la Châtaigneraie dans le ventre mou, on va dire 9e, 4 points, et les Sables qui ont fait match nul contre la réserve angevine, qui eux par contre n'ont toujours pas gagné et sont 13e. C'est un petit peu difficile là pour les Sables, ils n'arrivent pas à enclencher. Ils ont gagné pour leur entrée en lice en Coupe de France, ils l'avaient emporté. Là encore, peut-être faire un parcours en coupe pour lancer la saison, parce qu'en championnat, pour le moment, ça patine, on va dire.
Ils ont pris un point ce week-end, mais ça reste toujours face à une équipe qui était mal classée aussi. Donc on sent que c'est pas fluide et on les avait reçus. Ils sont sur un projet tout neuf, donc il faut du temps, mais en même temps que le coach de la Châtaigneraie, j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Il n'y a pas beaucoup de temps non plus pour se mettre au niveau parce que sinon ça défile et l'écart peut vite se creuser. Ouais, et puis tu l'as dit, il y a la Coupe de France. Alors les clubs de National 3, ils ont déjà joué le week-end dernier. Tous les clubs vendéens se sont qualifiés. On avait notamment parlé de la Châtaigneraie face aux Achards qui avaient battu les Achards. Et puis ce week-end, rebelote, c'est de nouveau la Coupe de France pour les clubs de N3. Avec des belles affiches, dont Chaland qui joue une R1 à domicile, mais une équipe de R1 Loire-Divat qui est solide. Donc ça va faire un beau duel. Et après, des déplacements plus ou moins périlleux. Le Poiret qui joue dans la Sarthe, il me semble aussi. Donc à voir si ça passe pour tout le monde. Et on regardera ça et on en parlera bien sûr lundi prochain dans 85 chrono. Je vais me tourner vers vous, messieurs. On va passer au rugby. Je vois que le foot, ça vous passionne moyennement. Si, ça va ? Si, bien sûr. Alors, donc, je le disais, on va reparler de votre club, du Fontenay Luçon Rugby Sud-Vendée. On a 2 clubs cette année en Fédéral 2. Vous êtes en Régional 1. Comment se porte le rugby en Vendée ? Bien, plutôt bien. C'est historique pour les Vendéens d'avoir 2 clubs déjà en Fédéral 2. Parce qu'on en a eu, mais pas 2 en même temps. Donc La Roche qui fait un bon début de saison. Les Sables un peu plus compliqués sur leur championnat, mais c'est les promus. Donc c'est un apprentissage aussi à avoir, comme le football on parlait tout à l'heure. Donc non, ça se porte bien et tant mieux pour le rugby vendéen en fait. Donc Et vous, le projet, racontez-nous un petit peu le projet du Fontenay Luçon Rugby. Eh ben maintenant, nous, notre projet qui maintenant date depuis, on l'a mis en place depuis 5 ans, depuis que j'ai repris la présidence avec mon collègue Mathieu Fontan. Donc l'objectif, nous, c'est de retrouver la nationale en fait assez rapidement, le plus vite possible en fait. Donc le plus bas niveau national, c'est la Fédérale 3. Cette année, nous avons fait le nécessaire. On a embauché Laurent qui est à mes côtés cette année, qui nous a rejoint en tant que manager du club. On a fait un plan de recrutement des seniors pour pouvoir atteindre au plus rapide en fait cette montée. Avec tout ce qu'on a créé en fait sur les jeunes et la structuration des jeunes, de l'école de rugby, de notre pôle jeune, les féminines, etc. La structuration du club. Donc nous, on a pour objectif cette année d'aller chercher le maintien au plus rapide et puis d'aller se faire plaisir et d'aller chercher un titre sur la fin de saison. Et pour aller, pourquoi pas aller jouer le championnat de France. Donc voilà ce que nous on a demandé en fait aux joueurs et j'espère. On a bien démarré ce week-end, donc on a fait 2 matchs réserve et première. On est revenu avec 2 points de bonus offensif à Rezé, donc en banlieue nantaise. Donc plutôt content du début de championnat. Ça, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose, mais premier de Régional 1. Oui, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais pour l'instant, ça veut dire que la saison commence bien. C'est ça. Laurent, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu des recrues, justement, qu'évoquait Anthony cet été ? Oui, on avait identifié, en fait, sur les plans de succession qui nous manquait de l'expérience, notamment sur le 5 de devant, et rajouter de la qualité technique sur notre ligne 3/4. Donc ça a été plutôt bien fait puisqu'on a des joueurs de La Roche qui nous ont rejoints, donc Arnaud Lebon, du coup sur le 5 de devant, après on a Léo Thomas, Evan Selakovic sur les 3/4, plus des espoirs de Niort puisqu'on a nos 2 entraîneurs, Christophe Gris et Christophe Bertrand, qui sont passés par Niort, donc qui ont côtoyé ces jeunes-là, notamment du niveau M18 nationaux. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a des antennes sur Niort, on a la chance aussi que Niort soit monté en national, ce qui nous permet de récupérer des espoirs qui étaient en limite d'âge. Aujourd'hui, ils pouvaient jouer jusqu'à moins de 23, maintenant c'est passé à moins de 21. Donc tous ceux qui sont au-dessus de 21 ans, ça nous a permis, pour la plupart, qui connaissaient déjà les coachs, de pouvoir les récupérer, puis de pouvoir surtout les faire participer à notre projet. Puisque là, comme disait Anthony, l'idée cette année, c'est de gagner un titre. Chose qui n'a pas été faite depuis un petit moment, de recréer une dynamique aussi autour de la ville, c'est-à-dire recentrer l'histoire du club dans la ville, et travailler aussi sur un projet territoire. Donc j'expliquerai peut-être un petit peu tout à l'heure sur l'objet de ma venue, c'était ça aussi, c'est installer un projet territoire au sein du Sud-Vendée, de Vendée Grand Sud. Donc il y a quand même un terrain de jeu qui est intéressant à travailler parce que notre concurrent le plus proche, c'est La Roche, qui est à 35 km. Sorti de ça, on n'a pas forcément de concurrence. Donc l'idée, c'est d'installer la marque Fontenay Rugby sur le territoire.
Et pour ça, on s'est projeté sur un plan d'action sur 3 ans qui nous permettra de travailler sur le pays de Fontenay, sur la Châtaigneraie au nord de Vendée Grand Sud et sur Sèvres-Otis au sud, pour qu'en 3 ans, on ait balayé tout le secteur Vendée Grand Sud, qu'on ait fait rayonner la marque Fontenay Rugby et qu'on ait installé des antennes aussi dans les communes, parce que ce qu'on veut, c'est avoir des points de formation pour étoffer nos effectifs, parce qu'aujourd'hui, le but, c'est d'étoffer nos effectifs, d'avoir sur chaque catégorie d'âge entre 25 et 30 enfants, de manière à ne pas avoir de trou générationnel, comme ça a été le cas cette année sur les 2011, les cadets. Donc ça s'inscrit dans la durée. Ça ne peut pas se faire sur une saison, ça se fera sur 2-3 saisons. Mais en ayant ce travail de formation en fond, et notre projet de formation, c'est le socle commun du projet, ça nous permettra à moyen et à long terme d'avoir une équipe made in Fontenay, made in Vendée d'ici 2028. Parce que l'idée, c'est d'éviter d'aller chercher des recrues à l'extérieur de la Vendée et d'avoir nos propres produits vendéens. Pour ça, il faut les former, il faut semer le terreau pour derrière récolter un petit peu les fruits à court, à moyen et long terme. Donc l'idée, c'est de baser vraiment le projet sur la formation en fait. Donc vous voyez à long terme, vous parliez d'objectif de retrouver le niveau national. Ça passe par ça. Est-ce que l'objectif, c'est d'abord la formation ou c'est d'abord de retrouver ce niveau national en Fédéral 3 notamment ? Les deux. Depuis 2020, en fait, la reprise de la présidence, ça a été vraiment de travailler la formation. Ça, c'était notre premier socle, comme disait Laurent. Donc, ça a été de recréer, en fait, on est passé de 130 licenciés à 300 licenciés. Donc, on a doublé les effectifs au niveau de nos écoles de rugby. On a quand même quelques trous générationnels, comme disait en cadet, en fait, sur les 2011. Mais ça, je pense que c'est partout. On a un léger trou. Donc, on continue, en fait, ce travail-là. Et, en fait, maintenant, la troisième brique de notre projet, c'était de pouvoir, en fait, de s'occuper des seniors et de faire monter les seniors au plus rapide pour pouvoir former nos jeunes et les maintenir après chez nous. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé par le passé, c'est qu'on formait, mais on n'arrivait plus à garder nos joueurs parce que nos joueurs partaient dans les entre guillemets les clubs aux alentours. La Roche-sur-Yon, sont partis à Pulboro, sont partis à Niort, sont partis à Maran, enfin tous les clubs qui étaient aux alentours, parce qu'en fait le projet senior n'était pas forcément intéressant. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir, pour pouvoir les maintenir nos jeunes, c'est de leur montrer en fait grossièrement le haut niveau, donc le niveau national, et après plus c'est affinité. Je vous propose qu'on parle de niveau national justement avec la Fédérale 2. C'était ce week-end, deuxième journée de Fédérale 2, avec le Rugby Club Sablé qui recevait l'US Castillonnaise. Une affiche entre deux équipes aux trajectoires opposées. D'un côté, les Sablés qui sont tout juste promus face à des Girondins qui, eux, étaient relégués de Fédérale 1. Et vous le voyez, dès l'entame de match, après un carton jaune côté vendéen, ça permet à Castillon-la-Bataille d'ouvrir le score par un essai de Gabriel Bouscas, qu'il transforme lui-même. Mais réaction immédiate, vous le voyez, du RCS, qui égalise et qui va transformer son essai. On est à 7 partout. Bel essai d'ailleurs, transformé. Les locaux prennent ensuite l'avantage sur une pénalité de leur capitaine Clément Hébert, qui vont enchaîner ensuite avec 2 essais avant la pause, toujours signé. Le premier signé Christopher Bria et le second signé Christopher Hébert, auteur d'une belle première mi-temps. Les Sablés qui virent donc en tête à la pause. On est à 25-10. C'est cet essai dont je vous parlais, d'Hébert. Et donc 25-10 à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Castillon capitalise sur plusieurs fautes vendéennes. Gabriel Bouscas enchaîne 3 pénalités et un essai transformé. Et donc ils reviennent avant l'heure de jeu à seulement 3 points des Sablés. Mais à la 60e minute, le RCS reprend de l'air avec un essai à côté des poteaux. Mais pourtant, c'est 2 cartons jaunes qui vont pénaliser les Sablés. Castillon va en profiter pour passer devant. Un essai, une pénalité, et c'est transformé. Et en fin de rencontre, c'est un rouge qui viendra ternir la fin de rencontre. Score final 32-36, victoire de l'US Castillonnaise. Et le RCS devra encore apprendre à gérer ses temps faibles à ce niveau. On va écouter la réaction des acteurs de ce match. C'était au micro de Thibaut Grasset. C'est une déception parce que je pense que le match était bien maîtrisé jusqu'à la mi-temps, c'est certes. Et en deuxième mi-temps, on a enchaîné beaucoup de fautes. Et ce qui nous coûte cher parce que très souvent, ils rentrent même pas dans les 22 mètres, mais par contre, ils enquillent sur les points. Et on est face à une équipe qui descend de Fédéral 1, qui manque peu de points au pied, ça se voit, qui sont très pragmatiques. Et ça leur a réussi aujourd'hui. Donc une petite déception parce que je pense qu'on méritait mieux. On fait une super première mi-temps où on récite notre jeu comme on devait faire. Deuxième mi-temps, un autre visage du Rugby Club Sablé. On repart dans nos travers de l'année dernière avec beaucoup d'indiscipline. Ils reviennent au score et après
on prend beaucoup trop de cartons et on perd le match nous-mêmes. Hein. Je pense qu'on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. C'est la première mi-temps de rugby qu'on fait depuis le début de l'année. La deuxième mi-temps, elle est aboutie parce qu'elle était disciplinée. On a beaucoup moins parlé que la première mi-temps où on s'est un petit peu perdu. Moi, le premier, hein, sur le bord du terrain. Et donc, la deuxième mi-temps était beaucoup plus aboutie et était une vraie mi-temps de rugby, une vraie mi-temps de Fédéral 2. Ça va être la fin de bloc contre La Roche. On va essayer de bien le préparer cette semaine, de penser les blessés parce que le tonnage de Sablé nous a esquinté un petit peu les organismes. Mais bon, on va faire ce qu'il faut cette semaine pour bien recevoir La Roche et bien finir ce bloc. On a bien résisté, surtout en deuxième mi-temps où on prend que 7 points si je ne me trompe pas. Et puis voilà, je pense que c'est tout le groupe qui aujourd'hui gagne et on en est très content parce que je ne pense pas que tout le monde vienne gagner ici. Je vous propose de regarder le classement de cette poule 7 de Fédéral 2 avec en parallèle La Roche qui s'est imposée 36-6 contre l'US Mugronaise qui leur permet de prendre la 5e place du classement tandis que les Sablés est 11e et avant-dernier. Anthony, je me tourne vers vous. Est-ce qu'avoir 2 clubs comme ça en Fédéral 2, ça peut être aussi bénéfique pour vous, pour le recrutement notamment? Alors, bénéfique pour nous, parce que oui, ça porte le rugby vers le haut. Pour le recrutement, je pense aussi, parce qu'en fait, on en a la preuve cette année, il y a des joueurs en fait, qui n'avaient pas forcément... alors, pas le niveau, je ne pourrais pas dire ça, mais soit en fin de carrière ou qui ne pouvaient pas forcément avoir leur place et qui sont venus rejoindre notre projet. Je pense que si ils seraient restés en Fédéral 3, ça n'aurait pas été le cas. Donc, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour le rugby vendéen et aussi, entre guillemets, en généralité, pour tous les clubs autour, quoi. Laurent, est-ce que vous voulez reparler peut-être un petit mot de la formation, rapidement, sur les jeunes, ce que vous voulez mettre en place dans le sud vendéen? Oui, alors le plus important déjà, c'est d'inscrire notre projet sur le territoire. C'est-à-dire qu'on ne joue pas le même rugby au sud-ouest qu'on le joue en Vendée, donc il faut s'adapter au territoire. Donc ça, c'était important, c'était un peu l'audit que j'avais fait sur septembre. Donc l'idée, en fait, c'est d'avoir... alors, on va essayer d'incorporer dans ce rugby-là un rugby fait de jeu debout. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir regardé un peu quelques vidéos la saison dernière, le rugby vendéen, c'est quand même un jeu très frontal, très direct. Donc l'idée, c'est d'aller toucher un peu plus les couloirs, d'avoir un jeu un peu plus aéré, tout en gardant quand même ces qualités de puissance devant qui font la force de Fontenay aujourd'hui, puisque Fontenay est réputé pour avoir un paquet d'avant qui est très dense, qui consomme du monde, notamment sur les ballons portés. Donc on va garder ces qualités de puissance, on va rajouter un petit peu plus de déplacement, de manière aussi à être un peu moins prévisible, de poser un peu plus de questions à l'adversaire. Ça, c'est un petit peu la priorité. Mais d'avoir aussi cette même philosophie de jeu sur le pôle jeune, d'avoir la même philosophie sur l'école de rugby. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de la transversalité dans le projet. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est que tout le monde joue le même rugby, qu'on joue le même rugby d'en gauche qu'en bas, qu'on ait les mêmes contenus d'entraînement. On a lancé des réunions techniques avec les éducateurs à 15, sur les collectifs à 15. On a un coordinateur sportif à l'école de rugby au pôle jeune, Arthur Roman, qui a fait du très bon boulot depuis 2 ans. Donc lui, il va travailler sur tout ce qui est plan de formation, qui est vraiment adapté à l'école de rugby, qui est un rugby un petit peu différent du rugby à 15 qu'on peut proposer sur les catégories en compétition. Donc l'idée, c'est d'adapter notre contenu en fait aux catégories d'âge, de garder ce côté familial que le club a, parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé, beaucoup de bénévoles, plus de 50 bénévoles dans le club, une grosse dynamique autour du club. Je vois beaucoup de monde tout au long de la semaine passer sur le clubhouse de la Plaine des Sports, donc ça, c'est positif, il faut le garder. Rajouter un peu plus de caractère, un peu plus de peut-être cette notion de travail, d'engagement, de fierté, parce qu'on a la chance d'être dans un département où il y a très peu de chômage. Donc on va travailler sur cette image d'engagement, de travail, de fierté, essayer de rassembler aussi des entreprises autour du projet, parce qu'aujourd'hui on a la chance, avec le foot sur Fontenay, d'avoir un max de visibilité. On a une mairie qui nous accompagne, avec M. Ogbon, Sophie Dabin, l'adjointe des sports. Donc ce qu'on veut aussi, c'est par l'intermédiaire du business club qu'on va lancer là, à partir du 3 octobre, sur le déjeuner de rentrée, c'est rentrer dans la communauté, un petit peu plus d'entreprises, c'est-à-dire garder nos partenaires existants, aller chercher de nouveaux partenaires, augmenter le budget du club qui fera, si on anticipe éventuellement une montée d'ici à moyen ou au court terme. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer d'augmenter aussi le budget du club, de s'autofinancer pour que le club puisse continuer à être attractif et mettre en place des projets qui aujourd'hui n'avaient peut-être pas été travaillés, comme l'IME, donc sur l'inclusion sociale, qui est important pour nous parce qu'on est labellisé 2 étoiles. On veut d'ici 2 ans aller chercher la 3e étoile. On a 15 filles à l'école de rugby. L'idée, c'est d'aller chercher les 5 manquantes pour rentrer sur les 20, qui est le premier critère de labellisation de 3 étoiles sur une école de rugby. On veut aussi faire des actions sur les IME. Donc là, prochainement, on va rencontrer l'ADAPI de Fontenay pour mettre en place un cycle. Et on veut aussi continuer à développer cette formation et jouer au plus haut niveau. Donc pour nous, le plus haut niveau, dans un premier temps, ça sera de la régionale 1 sur les catégories M16, M19. Si le projet se développe bien, si on est attractif, qu'on attire les meilleurs jeunes vendéens dans notre club,
Pourquoi pas après se laisser le droit d'aller chercher de la nationale sur les M16, M19, mais la marche est quand même importante, donc ça on en est conscient. L'idée c'est déjà dans un premier temps de travailler sur un projet à court terme, c'est-à-dire bien développer nos licenciés, les fidéliser, et après étoffer nos effectifs petit à petit, fidéliser aussi nos éducateurs et entraîneurs, sans qui le projet ne pourrait pas exister. Parce qu'aujourd'hui... Accès formation, quoi. C'est ça qu'on retient du projet, c'est accès formation, et avec une ambition nationale prochainement. On va enchaîner rapidement avec de la voile. Il y avait de la voile ce week-end. C'était le départ de la Mini Transat. Vous l'avez peut-être suivi hier sur notre antenne. La Mini Transat 2025 qui s'est lancée des Sables d'Olonne. Au total, 90 skippers se sont élancés hier à bord de voiliers, vous le voyez, de 6,50 m. Alors, ils vont faire sans assistance ni contact extérieur. Ils vont traverser l'Atlantique en 2 étapes. D'abord vers les Canaries, puis vers la Guadeloupe. Alors, un premier événement à noter cette nuit, Thomas Bias, engagé sur la série 880, qui a dématé dans le nord de l'Île-Dieu. On a aussi le favori et l'expérimenté Benoît Marie, qui, lui, a déjà pris la tête devant le Vendéen Alexandre Demange. Et autre mésaventure pour Julien Letissier, en escale actuellement à Lorient. Passons au basket maintenant avec le tout premier match à domicile de National 2 pour le Smash Basket Vendée Sud-Loire avec la réception du Garonne Avenir Basket. Et le match a commencé sur un rythme intense. Les locales ont imposé leur tempo, porté par Emma Burel, très en réussite. 13 points dans ce premier quart-temps qui a permis aux Vendéennes de mener assez largement 19-4. Mais en face, les Marmandaises ont mis du temps à réagir, mais sont revenus dans le deuxième quart-temps grâce aux efforts offensifs, notamment de Sarr Koulibaly et Wolf, qui ont inscrit 7 points chacune. Et donc à la pause, l'écart s'est plutôt resserré, seulement 5 points d'écart, 35 à 30 en faveur des Vendéennes. Et au retour des vestiaires, Sarr Koulibaly poursuit sur sa lancée et permet à son équipe d'égaliser à 37 partout. Le Smash connaît un petit moment de flottement avant de réagir grâce à sa capitaine Mariam Dia et à Founé Sissoko qui leur permet de reprendre les commandes et de terminer le troisième quart-temps toujours devant, toujours avec 5 points d'avance, 57 à 52. Et dans le dernier quart-temps, bien soutenu par un public nombreux, les Vendéennes conservent leur avance pour s'imposer finalement assez largement, 77-68. Les Vendéennes qui ont su faire la différence dans les moments clés et conclure sur une première note positive ce premier match. Écoutez la réaction des deux entraîneurs et des capitaines au micro de Thibaut Grasset. On a dû gérer surtout les fautes dans le premier quart-temps, ce qui nous fait aller rapidement sur les rotations. Et comme on a un banc quand même assez minime avec deux U18, on attend une joueuse supplémentaire senior. C'est vrai qu'on est rentré dans le dur dès le deuxième quart-temps, donc on a géré, on a fait le dos rond, on a su remettre une grosse défense sur le troisième et le quatrième quart-temps et qui nous fait passer devant. On va prendre les matchs, comme diraient les footeux, les uns derrière les autres et on verra la suite. C'était un peu stressant parce que c'est jamais évident de faire un premier match devant notre public, donc à domicile, et puis en National 2, c'était une première. Donc je pense qu'on l'a pris sereinement et puis avec... concentration, détermination, voilà, on a tout donné, on savait qu'il fallait défendre de toute façon pour pouvoir s'exprimer après en attaque. On est tombé face à une équipe de Smash Vendée qui a de très belles individualités et une belle équipe qui a su jouer au basket. Nous, on a un petit peu déjoué dans le sens où on n'a pas joué peut-être aussi rapide que ce qu'on voulait mettre en place, développer notre jeu rapide. Mais c'est un premier match, il reste derrière une multitude de matchs, il va falloir qu'on se remette à bosser. On avait à cœur de bien démarrer la rencontre et en fait on ne savait pas quel était le profil de l'équipe de Smash Vendée et finalement il y a une très belle équipe. Il fallait absolument qu'on ne coule pas. Fin de première mi-temps, quand il y a un écart là assez important, qu'on revienne un peu au score à la mi-temps pour qu'ensuite sur la seconde mi-temps on essaye de grappiller des points et de revenir. Mais la très belle équipe de Smash Vendée nous l'a emporté grâce à son adresse et à sa persévérance. Alors on va faire un tour des résultats du week-end en basket. On va commencer justement par la National 2 féminine. Le Smash, grâce à cette victoire, est 4e à 2 points, avec 2 points, et La Roche Espoir est 9e avec 1 point. Prochain match à Anglet ce week-end pour Smash Vendée. Après 36 ans, le Chaland est de retour en Élite 2 et s'est incliné malheureusement 77 à 67 à Pau et se retrouve donc dans la seconde partie de tableau. Les Chalandais accueillent ce vendredi Denain.
Toujours chez les hommes, cette fois en National 1, les Sablés se sont imposés à Toulouse 90-79 et prennent donc une 5e place au classement. Prochain match ce vendredi avec la réception de Tarbes-Lourdes. Enfin, on termine avec la National 2. Après leur défaite la semaine dernière, les Montacutins se sont imposés assez largement, 96-77 à Rezé, et renomment donc à la 4e place au classement. Réception de Auch ce samedi. Un mot de tennis avec, vous le savez sans doute, le début de l'Open de Vendée, c'est ce dimanche et l'organisation a annoncé la venue de Benoît Paire, déjà vainqueur il y a 10 ans, c'était en 2015. Il va tenter dans le tournoi principal de s'imposer et de faire un beau parcours. Enfin, un petit peu de cyclisme à présent avec la signature de Nicolas Broyard dans la team Total Energy. À noter aussi la première place de l'équipe féminine lyonnaise de cyclisme, les Dynamips, qui a terminé première du challenge féminin 2025. On va conclure donc très rapidement ce 85 chrono. Je vais vous remercier, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci à vous. Et Merci puis on vous souhaite une bonne saison. Merci. Merci Baptiste d'être venu. Merci Paul. T'avais un petit truc à rajouter ? Non, c'est bon pour moi. Allez la Vendée. Coupe de France ce week-end. Et puis l'entretien de Mélissa Hillary à retrouver sur tvvendée.fr. Tout comme 85 chrono, bien sûr, en replay. Je vous dis à la semaine prochaine.